Les femmes investissent tous les domaines avec l'objectif d'être reconnues comme sujet de droit participant à égalité avec les hommes à l'édification d'une société où l'accès à une vie digne serait possible pour tous. Pour elles, l'engagement est synonyme de responsabilité civique et sociale et politique. Mais comment ces femmes engagées se comportent-elles en personnes responsables vis-à-vis des autres et comment jouent-elles de leur influence? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Femme de caractère aux allures charismatiques, Victorine Louessé Bakwamoyo fait partie des benjamines que compte la Chambre haute du Parlement RD congolais. Élue sénatrice en mars 2019 dernier dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, elle occupe à ce jour le poste de rapporteur de la commission politique, administrative, juridique et droits humains. Elle nous dressera le portrait de son expérience de vie mêlée à sa carrière d'avocate, d'activiste et de politicienne, et ce sera dans la rubrique rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Paroles des femmes. Ce soir, nous nous concentrons sur l'engagement citoyen des femmes en compagnie de Victorine Louessé Bakwamoyo, sénatrice élue de la ville de Chikapa dans la province du Kasaï, ici en République démocratique du Congo. Notre invitée nous dressera un portrait de son expérience de vie mêlée à ses nombreuses responsabilités et ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage ou encore mieux, juste après cette réflexion qui nous démontre ô combien l'engagement de la femme est louable. Regardez. Le rôle de la femme dans la société développée a évolué. Elle passe de la position de femme au foyer, dite au four, à la position de femme au four et au moulin, c'est-à-dire au travail et responsable de son foyer. Il s'agit d'une représentation imagée de la position de la femme dans la société et dans ses rôles dans celle-ci. Si les femmes ne recherchent pas le pouvoir dans sa sphère éclairée, elles s'impliquent avec pour objectif de jouer de leur influence. La plupart s'attribuent une responsabilité dans le devenir de la société. Voter, militer, entrer en politique. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas peur d'être sur le terrain. Pour elles, l'engagement est synonyme de responsabilité civique, sociale et politique. La sous-représentation des femmes à tous les niveaux de gouvernement entraîne un déficit démocratique, souvent influençant les politiques en matière de logement, de sécurité, de transport et d'économie. L'administration locale prend des décisions importantes qui affectent la vie des femmes et des hommes. La participation et représentation égale des femmes au processus décisionnel locaux est essentielle pour prioriser les questions relatives aux femmes dans les agendas des administrations locales et pour localiser la mise en œuvre des objectifs de développement durable. À cet effet, plusieurs États dans le monde reconnaissent officiellement la citoyenneté pleine de la femme et l'égalité entre les sexes, condition essentielle pour une participation effective des femmes au développement économique et social. Lorsque les femmes se voient garantir l'accès aux services et l'égalité des droits, c'est l'ensemble de la communauté qui en bénéficie en termes de développement, de l'éducation, de la santé, des revenus et de l'engagement communautaire et politique. L'émancipation des femmes dans la société moderne est le fruit du développement de la mentalité de la société, un droit gagné pour quelques-unes et un manque à gagner pour les moins fortunés. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique rencontre. Ce soir, nous sommes reçus par l'honorable Victorine Louessé Bakwamoyo, qui bien sûr est sénatrice ici en RDC. Bonsoir honorable. Bonsoir Madame Nassi. Merci pour cette opportunité qui nous permettra donc de mieux vous connaître et bien entendu de connaître un peu plus sur votre expérience de vie mêlée à votre carrière d'avocate, de militante, disons militante associative, mais aussi de politicienne. Mais avant tout, comment allez-vous? Je vais très bien Madame Nassi, même si Dieu nous épargne sur le plan de la santé. Notre pays traverse une zone de turbulence. En tant que femme et politique, déterminée pour la paix, sans laquelle aucun projet n'est possible. Je suis donc préoccupée par l'état de notre pays.
On en parlera bien entendu dans l'émission de ce soir, mais rappelons tout de même que l'honorable Louis C, vous êtes avocate de formation, vous êtes un fruit de l'UNIKIN, l'université de Kinshasa, avec un diplôme de droit, droit privé et judiciaire, et vous avez choisi le barreau. Pour la défense des faibles ainsi que des opprimés. Pouvez-vous nous en parler un peu plus par rapport à cela, par rapport à ce choix? Tout au début, j'aimais tout ce qui était littérature. Voilà un peu, je dois avouer que je ne suis pas forte à calcul. J'aimais les barreaux. J'enviais beaucoup les barreaux dès les bas âges. J'ai dirigé un groupe de gens, j'étais toujours dirigeant de mon école, j'ai dit que non. Je préférais faire une profession qui est libérale. Alors quand je regardais tout ce qui était autour de moi, j'ai jugé bon de faire les droits. J'ai fait les droits à l'UNIKIN, comme vous venez de le dire. J'ai fini et la même année où j'ai terminé, j'ai prêté le serment pour devenir avocat. Je passais les tests, je prêtais serment. Je suis avocate et une belle carrière. Je suis très très contente. C'est un métier très noble, la profession d'avocat, une profession très libérale. Mais trop bien, je suis bien dans les barreaux. Avocate, certes, mais est-ce qu'à l'époque, vous aviez un modèle, une personne qui vous inspirait et vous vous êtes dit, je vais faire la même chose qu'elle? Oui, je dirais oui. Il y a une avocate qui m'a beaucoup marqué à cette époque-là. J'étais toute petite. Il s'agit de maître Dorothée Madia, que je salue en passant. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette dame, sa façon de travailler, sa détermination. J'ai dit, moi, je vais faire l'université et je ferai que les droits pour devenir comme cette dame-là. Voilà, et Dieu est grand, il m'a accompagné, je finis. Elle n'est pas la seule, hein. Il y en a plusieurs, il y a Madame Pauline, il y a Madame Nyota, voilà. Ce sont ces dames-là qui nous ont inspirés, personnellement moi, à devenir une avocate. Voilà un peu. J'aimais beaucoup cette profession. Et qu'aviez-vous tiré de cette expérience, de cette formation à l'université de Kinshasa? Qu'avez-vous appris de plus que vous ne vous ignoriez à l'époque par rapport à ce métier qui est devenu pratiquement une vocation pour vous? J'ai tiré beaucoup de choses. D'abord, les barreaux, d'abord, c'est une profession libérale. Si vous êtes dans les barreaux, vous pouvez faire de tout. Vous avez votre temps, vous n'êtes pas sous pression. Donc l'avocat n'a pas de patron pour vous dire que non, vous devez arriver au bureau à 7h, plus tard 7h30, vous devez être là, plus tard non. Quand vous êtes avocate, vous êtes votre propre chef. Vous n'avez pas de hiérarchie, vous n'avez pas quelqu'un qui va vous demander d'être là à temps, d'être là, de faire ceci, non. Vous avez plus le temps de lire, de comprendre ce que vous n'avez pas eu le temps de comprendre. Et si vous vous donnez une discipline, vous allez exceller dans ce métier. C'est un bon métier, vous prenez tout votre temps de lire, vous n'avez pas de commandement. Par rapport aux entreprises publiques, on voit, vous avez un chef qui vous demande, il y a une réglementation de temps, vous devez être là, pas avant 8h, vous ne pouvez pas aller avant 15h, mais les barreaux, c'est tout autre chose. Vous êtes votre propre chef de cabinet, vous réglementez vos dossiers, votre temps, et vous avez le temps de faire toute autre chose. Voilà. Et surtout que c'est une profession libérale, et ce qui m'a beaucoup poussé. J'ai vraiment aimé cette profession. Oui. Permettez-moi de vous appeler maître. C'est vrai, vous êtes, on l'a dit, juriste de formation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui optent pour l'avocature. C'est un métier qui se féminise du jour au jour, non seulement à travers le monde, mais aussi ici en RDC. À travers ce constat, comment prévoyez-vous l'avenir de ce métier? Non, le métier se féminise, comme vous l'avez dit, oui. Ce n'est pas seulement le métier d'avocat qui se féminise. Dans la plupart des entreprises publiques, si vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Oui. Dans la plupart des entreprises publiques, privées, il y a beaucoup de femmes. Et j'encourage les parents, je félicite en passant les parents qui ont accepté d'envoyer leurs filles à l'école pour faire les études de droit, particulièrement parce que c'est de ça qu'on parle. Et je les encourage beaucoup. Ce n'est pas une discrimination par rapport aux hommes, aux jeunes garçons non plus, mais j'encourage ces parents qui ont compris qu'on peut aussi espérer à la fille. On peut aussi faire étudier la fille. Parce qu'à notre époque, quand on était des enfants, vous voyez les vieux qui étaient devant nous, vous avez 5-6 enfants à la maison, on préfère scolariser les garçons. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'était rare même à cette époque-là. Et mes voisins, mon mari, mes collaborateurs disent, mais à notre époque, il n'y avait pas assez de femmes à la faculté de droit, il n'y avait pas assez de femmes. Les femmes étaient à compter du bout du doigt. Je félicite ces parents-là qui ont compris qu'aujourd'hui, scolariser la jeune fille, c'est un avantage. Voilà un peu. Le métier se féminise, oui. Et c'est partout, c'est pas seulement
les métiers d'avocat. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Et peut-être une dernière question avant de passer à une autre étape. Oui. Comment jugez-vous la façon dont vos sœurs ou encore vos petites sœurs qui exercent dans le métier travaillent, les résultats de leur travail? Est-ce que sont-elles à la hauteur ou elles ont encore beaucoup à apprendre? Non, je dirais qu'il y a certaines qui s'y donnent. Il y a par contre certaines, comme dans tous les cas, il ne manque pas d'exception, certaines qui viennent, qui ne se donnent pas. Qui viennent et pensent que c'est des cadeaux. Non. Il faut, ceux qui nous suivent, je leur demande d'être sereines. Il faut appliquer. Les droits, ce n'est pas une interrogation. C'est parce que vous irez défendre celle. Vous avez votre client, vous êtes devant le membre de composition, vous êtes obligé de défendre celle. Vous ne serez pas avec votre caïman. Si vous avez des favoritismes pour passer des classes, je ne sais quoi d'autre. Mais les jeunes qui nous suivent, les jeunes avocates, doivent beaucoup s'apprendre. Bon, maintenant, beaucoup ne lisent pas. Ils ne se donnent pas. Il y a moi aussi des bibliothèques, quelques bibliothèques qui existent, ils ne se donnent pas du tout. Ils sont souvent en réseaux sociaux et autres. Ils ne travaillent pas comme il se doit. Comme les résultats ne sont pas jusque-là pas trop bons, mais je leur demande, je les encourage à passer parce que maintenant on voit il y a beaucoup de favoritisme, surtout et c'est que non, elle est déjà passée au tableau, des fois beaucoup. Et elles ne sont pas actives. Elles sont pas actives, elles veulent seulement porter la qualité d'avocat, mais elles n'exercent plus comme il se doit. Voilà un peu. Et aussi la conjoncture actuelle, on doit le dire. Parce que vous voyez une jeune qui vient de sortir de l'université, elle est avocate, inscrite au tableau, vous êtes... Nous, on s'attendait quand vous êtes déjà inscrite au tableau, c'est-à-dire que vous attendez le gros dossier où vous allez vous retrouver. Maintenant que vous êtes inscrite au tableau, il n'y a pas du tout les grands dossiers qu'on s'imaginait. Donc, si j'ai avocate au tableau, c'est-à-dire que je dois rouler carrosse, je dois avoir les gros dossiers qui vont me générer d'argent, des ressources. Et maintenant que ce n'est pas ça, ils se confrontent devant des cas où vous êtes devant un client qui vous demande des transports. Voilà. Alors, il y a des cas comme ça. Oui, beaucoup. Donc, il faut être prêt à tout. Oui, et vous voyez, beaucoup de jeunes, ils se découragent, disent que non, mais écoutez, c'est pas ce que je croyais. C'est pas ça, alors je préfère aller faire autre chose. Je peux pas, quand il a audience, il dit, je ne vais pas aller là-bas parce que cette cliente va me demander des transports. Voilà. Alors, je ne serai pas en mesure d'honorer ça. Oui. C'est peut-être dans ce contexte-là que les autres disent que non, voilà pourquoi j'ai fait ça, mais il faut avoir de la passion, la volonté, et voilà un peu. Absolument. Et puisqu'aujourd'hui vous portez plusieurs casquettes en dehors de l'avocature, également vous êtes militante associative, on va en parler, mais est-ce que le barreau ne vous manque-t-il pas? Vous avez encore du temps pour ça? Dire que le barreau me manque, c'est comme si je n'étais plus active. Voilà. Je suis active. Mon mandat de sénatrice n'est pas incompatible au travail d'avocat, sauf si les intérêts vont à l'encontre, si les problèmes que je dois plaider vont à l'encontre des intérêts de la République. Alors je ne suis, hormis ça, je suis active au barreau. Quand il y a des dossiers, je plaide. Je suis très active. Le plénière, ce n'est pas tous les jours. Les réunions, des commissions, ainsi de suite. Mon calendrier est réglementé. Et voilà. Je fais l'activisme, je suis là, je suis présente. C'est vrai, avocate, mais aussi militante associative. Quelles images gardez-vous de vos premiers pas dans le mouvement associatif? Je dirais, j'ai des sentiments de joie et d'amertume. Quand je suis allée pour la première fois, dans les mouvements associatifs, actifs, je vis peut-être des fois comme ça, on ne voit pas ce qui se passe. Au sein de ces mouvements, parce que je suis active, j'ai vu la souffrance, madame. J'ai vu ce que c'est la souffrance. Je suis spécialement focalisée sur la jeune femme, la femme veuve, le maman maraîchère. J'ai vu comment les gens souffrent. J'ai eu les sentiments, je dis mais pourquoi? Il y a des gens qui se disent, c'est la place publique que non, nous on souffre, on va ceci. Non. J'ai du mal, j'ai eu le sentiment d'aider les autres. J'ai en effet mon champ de bataille. J'étais contente parce que au moins je pourrais aider quelqu'un. Il y a une personne qui meurt parce qu'il n'a pas 1000 francs. Il y a une personne qui se réveille le matin, l'enfant n'est pas hospitalisé parce qu'il n'a pas payé 5000 francs. Seulement ça. Alors vous voyez mon Dieu, alors pendant que moi, j'ai 100 000 dans mes poches, mais il y a quelqu'un qui est en train de mourir parce qu'il n'a pas 5 000. Alors ça m'a encore poussé davantage pour être activiste, être présente à chaque moment pour aider les autres. Voilà un peu ma motivation et c'est loin de se terminer parce que je viens de commencer. Voilà. Bien sûr, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le mouvement associatif, mais quel sens peut-on attribuer au militantisme? C'est quoi militer pour vous? Pour moi, militer, c'est plaider les causes les plus faibles. Je suis sénatrice, je suis sénatrice. Militer, c'est-à-dire faire valoir la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Voilà.
Je peux faire parvenir ma voix aux tribunes, par exemple, quand on a plénière. Il y a un camp qui est en détresse. Comme ces gens-là ne peuvent pas arriver, ne peuvent pas faire parvenir leur voix aux décideurs, c'est ça mon travail. Étant donné que j'ai une bonne position, où je ne parle pas en leur doléance, amener aux gens qui peuvent leur apporter la solution. Parce que nous, on peut apporter juste une solution apparente, mais les grandes décisions sont prises au niveau du gouvernement. Alors, c'est ça mon travail. Je les écoute, avec le peur, comme on dit, les premiers soirs. Alors, je fais de l'air souffrance, la mienne, parce que la pauvreté, on est sans oublier qu'elle bat notre record dans notre pays. Je prends ça, je porte ces chapeaux et je fais les plaidoiries auprès de ceux qui peuvent leur amener la solution. Voilà un peu dans ce sens. Même si qu'officiellement, il n'y a pas longtemps que vous avez démarré avec le militantisme, mais il faudra le dire que c'est depuis longtemps que vous essayez, tant soit peu, avec le peu de moyens que vous aviez à l'époque, de venir en aide aux filles mères, aux personnes désœuvrées, à Ilebo précisément, ce coin qui est un coin qui vous a vu grandir, n'est-ce pas? Alors quel genre d'aide apportez-vous à ces personnes vivant à Ilebo et beaucoup plus les filles mères ainsi que des personnes, des opprimés ou des laissés pour compte? Ilebo, c'est chez moi. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Je connais Ilebo, je connais la souffrance auquel est confrontée notre population d'Ilebo. Je suis militante, il faut le dire ainsi, depuis bientôt plus de 4 ans, jusqu'à quand je prêtais serment. 5 ans après, j'ai dit que je ne peux pas croiser les bras. C'est en étant avocate que j'ai commencé. C'est pas... Beaucoup de gens disent que non, c'est parce qu'elle est devenue sénatrice. Quand on devient politicienne, on doit chercher à ouvrir des brèches pour se faire je ne sais quoi. Non, je suis dans ces mouvements depuis bien longtemps. Les problèmes d'Ilebo, c'est lesquels? Je ne suis pas seulement à Ilebo, je suis à Moueka également, je suis dans toute la province du Kasaï. C'est par là qu'on a commencé et également aussi ici. À Ilebo, les grands problèmes, c'est la pauvreté. Elle est généralisée. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. Les témoignages sont là, vous pouvez les vérifier parce que la Bible dit quand vous donnez la main gauche, la main droite ne doit plus savoir. Pour le respect des bénéficiaires, il y a des fois on peut faire taire certaines actions. Mais à Ilebo, si vous vous renseignez, j'ai contribué avec le peu que j'ai. Il y a même des gens qui disent qu'il est financé par le gouvernement. Non, c'est avec le moyen de bord. Je suis avocate, oui, le barreau, le travail que moi je fais. J'ai eu la chance d'être un bon cabinet, ça je dois le dire, un bon cabinet. J'ai un bon coach et j'ai des bons dossiers, je gère des bons dossiers qui m'ont permis de financer certains moyens. Si vous allez à Ilebo aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a même un enfant d'une année qui connaît, ah Victorine, non, Victoire, ah, non, cette dame-là, j'aide les femmes qui sont en détresse, il y a des centres de coupe et couture, toutes les femmes y accèdent gratuitement. Quand il y a des pannes de machines, c'est à ma charge. Il faut les femmes qui cherchent un peu de moyens, vous savez, vous donnez 10 000 francs à une dame pour aller faire le commerce et dit je vous reste éternellement reconnaissant. Voilà. Et cette dame devient autonome. Ça ne demande même pas les gros moyens pour rendre quelqu'un grand. Vous voyez, là à l'intérieur, je suis allé, j'y vais régulièrement. Je suis là, je suis comme eux, on parle tout. Quand vous voyez, vous donnez une association des femmes, vous leur donnez 20 000, 30 000, 50 000 pour une association, ils se donnent 10 000, 10 000. La dame là commence les commerces. J'ai 23 mois après, elle vous dit, eh bon maman, l'argent que tu m'avais donné aujourd'hui, j'ai 100 000. Moi, ça me rend de la joie. Je dis, ah, voilà, j'ai donné les sourires à cette famille. Voilà un peu, j'essaie d'aider. J'ai engagé également un groupe de jeunes, des cantonniers qui arrangent la route. C'est toujours sur mes fonds propres. Ils sont là, ils sont payés chaque fin du mois pour juste les mobiliser. Voilà un peu comment j'essaie d'éliter à ma manière pour essayer un peu de redonner le sourire à cette population d'Ilebo qui m'est chère. Et bien entendu, vous êtes également la présidente de la fondation qui porte votre nom, la Fondation Victorine Louessé. Depuis quand existe-t-elle cette fondation? La fondation existe depuis 3 ans. Elle existe depuis 3 ans. Nous avons eu à mener plusieurs actions sur cette fondation, plusieurs actions sociales, comme je l'ai dit. Je répète toujours, les gens pensent qu'avec toutes les grandes actions que nous menons, on est soutenu, on a des financements. Donc, c'est toujours sur les fonds propres. La fondation aide les plus démunis, les femmes maraîchères, les filles mères. Vous savez, chez nous, quand vous êtes fille mère, chez moi précisément au Kasaï, vous êtes un objet de moquerie, là, surtout une fille, vous n'êtes pas scolarisé, vous n'êtes pas considéré dans la famille. Alors cette association est là, elles prennent et s'occupent de toutes ces filles mères, ces femmes qui sont là, elles savent à quel sens dévouer. Parce que la pauvreté, c'est ça au Kasaï. Ici, à Kinshasa, on peut parler de la pauvreté, mais quand vous êtes à l'intérieur du pays, Madame Nassi, vous sentez, vous dites que non, les gens souffrent. Alors cette fondation est là depuis bientôt 4 ans, d'ailleurs, 3 ans et demi. Elle est là, il y a des centres de formation où on forme les jeunes femmes gratuitement, comme je venais de le dire. Elles sont formées gratuitement, elles sont nourries, on les aide à devenir autonomes. Voilà un peu, j'ai acheté les hectares, on l'a mis à leur disposition. Il y a ceux qui cultivent le légume,
toutes sortes de légumes, elles cultivent, elles vendent et elles se prennent en charge. Elles ne rendent compte à personne, elles disent seulement, madame, cette fois-ci on a produit autant, alors elles essaient de s'organiser à leur manière. C'est ça la fondation. Dernièrement, notre fondation a participé aux distributions des kits pour la Covid, à Ilebo, à Moueka, partout ailleurs, Bakwankenge, tous les villages environnants. Notre fondation était là, elle est toujours présente. À chaque fois qu'il y a un problème, elle aide, mais on est vraiment organisé au sein de la fondation. Nos oreilles sont toujours ouvertes pour écouter les cris de détresse. On essaie de faire le pays comme on est. Et malgré vos multiples responsabilités, vous avez toujours le temps de descendre sur terrain pour voir vous-même les vrais problèmes que rencontre la population. Mais quel genre de relation entretenez-vous avec ces personnes, notamment de ce coin du Kasaï, des personnes chez qui vous allez bien entendu à leur écoute, vous êtes à leur écoute pour essayer de leur venir en aide. Quel genre de relation entretenez-vous avec elles? Merci. Je suis régulière à Ilebo. J'ai plusieurs activités là-bas. J'ai une résidence. Je suis dès là. Je ne suis pas quelqu'un, une intruise qui vient de notre coin. Non, je suis né là-bas. J'ai grandi là-bas. Toute ma famille est là-bas. Toutes mes activités sont là. Alors, je suis régulièrement. Les rapports que j'ai avec cette population, il y a ces questions. Pour beaucoup, je suis leur fille. Les autres, je suis les grandes sœurs. Les autres, leurs oncles, leurs tantes. Les autres sont mes oncles. Nous entretenons de très bonnes relations. Quand ils me voient, j'étais là récemment, vous avez vu à travers les images, l'accueil qui m'a été réservé, ce qui n'a jamais été fait, même pour un chef d'État. Voilà, et c'est l'amour que cette population a pour moi. Quand je vais là, je vais où les autres ne peuvent pas arriver. Là où j'arrive, et même se demandent, mais comment ils peuvent venir jusqu'à ce niveau? J'y vais, je les écoute. Le problème, c'est quoi? C'est écouter quelqu'un. Il y a des personnes qui ne vous demandent pas grand-chose. Il est là, tout ce qu'il veut, que vous tirez attention à tout ce qu'elle vous dit. C'est ça, moi, mon champ de bataille. Quand vous allez, vous écoutez, c'est quoi le problème, qu'est-ce que vous voulez. Même si vous ne pouvez pas apporter une grande solution, mais juste une parole d'encouragement, on dit non, vous voyez, tenez bon, ça va aller. La personne est soulagée. Voilà. Elle dit, mais depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une autorité venir parler. C'est notre fille. Et l'autre problème, c'est quoi? Il y a beaucoup de nos leaders, quand ils arrivent dans leur fièvre, des fois, ils ne connaissent pas leur langue maternelle. Voilà. Ça aussi, c'est un blocage. Oui, beaucoup. Et ils arrivent, comme là, c'est les Chuluba que j'en parle. Mais quand vous arrivez, vous commencez avec les Français, les Lingala, vous êtes entouré des gardes. Voilà, oui, les gens, vous êtes entouré par les gardes. Les gens ne peuvent pas vous voir. Non, moi, je ne connais pas ce genre de choses. Quand je suis là, je suis seul au bord de ma voiture, je conduis seul, ou je conduis également la moto, je vais là où je suis seul. Quand j'arrive, je m'arrête, on se salue. Il y a même certains de mes collègues, quand je les vois, je l'appelle, hey, monsieur, comment tu vas? Il est surpris, il connaît mon nom, il ne m'appelle pas mon nom. Mais on a étudié ensemble, comment ne pas connaître votre nom? Voilà un peu, c'est toutes ces choses-là qui font en ce que la population me fait confiance. Il faut une belle stratégie. Voilà, c'est ça un peu ça. Elle dit, elle est sénatrice, elle est l'évangéliste, mais comment? Elle parle encore les Chuluba, elle me connaît. On a étudié avec elle en premier CO, comment elle peut me reconnaître? Encore de moi. Voilà, et ce genre de questionnement. Et c'est pour qu'ils disent, non, ça c'est la nôtre. Voilà un peu cette relation-là que j'ai. Et bien, mais venez, je suis allé, j'ai annoncé mon arrivée à Ilebo 2 jours avant, mais je vis, j'ai eu des larmes. C'est l'amour qu'ils ont exprimé envers moi. Et voilà, puis il n'y a pas de chose, je ne leur donne rien du tout. Voilà. C'est juste leur accorder l'attention, parler, qu'est-ce que vous voulez, oui, la présence. Quand je suis là, dans ma maison, ma parcelle, c'est la fête, on parle, on rit, on parle des anciennes histoires, et voilà un peu ce qui attire beaucoup l'attention de cette population. C'est vrai que cette fondation existe depuis, ça fait 4 ans. Oui, bientôt 4 ans, oui. Depuis 2016, c'est ça? Oui, 2016 à la fin, oui. Alors, quelles sont les actions les plus mémorables qui ont marqué, justement, disons, qui ont marqué la présence de cette fondation depuis qu'elle existe? Je dirais il y en a plusieurs, comme je venais de vous dire, que non, pour le respect, pour le bénéfice de notre fondation, il y a certaines choses qu'on peut faire taire. Il y a, notre fondation a pris en charge plus de 100 malades d'opérations, parce que là, il y a certaines opérations. Ici, je dirais, ici, les soins coûtent trop cher. Trop cher, à l'intérieur, pour opérer quelqu'un, on vous demande 30 000 francs. 15 $, vous voyez quelqu'un en train de mourir. La toute première action qui a marqué notre fondation, nous avons pris en charge plus de 200 personnes à Ilebo sur place qui ont été opérées gratuitement. Et là, ça n'a pas demandé grand-chose.
Mais j'ai vu la joie et j'étais très content. J'ai vu les cœurs des gens soulagés. Un papa qui était en train de mourir parce qu'on voulait l'opérer l'hernie, on a demandé 18 000 francs. Oh là là. Alors il est en train de mourir. Il dit que non, si on ne paye pas 18 000, on ne peut pas l'opérer. Alors on a passé ces opérations, plus de 200 cas, gratuitement, sur la charge de la fondation. La fondation a pris tout en charge. On a payé et ça m'a fait du bien, ça m'a réconforté. J'ai vu les familles qui venaient dire, mais cette fille, je n'étais pas politicienne, j'étais avocate, je m'occupais de mes activités personnelles. J'ai vu les gens, comment les gens étaient contents, comment les familles étaient soudées, les familles étaient divisées. J'ai dit, ah mon Dieu, ça c'est un grand effort qu'on a fourni. On a sauvé des vies au travers de cette fondation avec les peu de moyens que nous avons. Nous avons eu à scolariser les enfants. On paye, il y a de ces enfants-là, pendant la session d'exéta, comme on l'appelle, vous vous retrouvez comme ça avec 30 enfants qui sont devant les chefs de la fondation qui vous disent que non, madame, nous ne pouvons pas présenter les exétats parce que les parents n'ont pas payé. Alors ce sont des cas pareils que la fondation essaie de faire, d'aider à aller à l'encontre de ces enfants. Vous voyez, c'est chaque année comme ça, mais en l'année 2016-2017, on a pu faire beaucoup de choses. Et en 2017, la fondation a pris le frais scolaire de tous les élèves finalistes de Mweka, au territoire de Mweka, le territoire toujours dans la province de Kasaï, en charge. Ils ont payé les minerales de tous les finalistes. Je n'étais pas politicienne, les gens pensaient que je devais être candidate aux élections législatives. Rien à voir et les actions sont multiples. À chaque fois qu'il y a un cri d'alarme, la fondation est toujours présente et elle répond favorablement. On a 2 équipes de cantonniers, et à Ilebo et à Mweka, qui sont employés au fond de la fondation. Ils sont payés chaque fin du mois pour juste arranger la route, ce qui devait être fait par l'État, le gouvernement congolais, mais c'est l'individu, parce que la fondation, elle est là, coordonnée par un individu. On essaye avec les petits moyens de bord que nous avons. La Fondation Victorine Oluesse est allée un peu plus loin en dotant à Ilebo d'une école moderne. Pouvez-vous nous en parler? Merci beaucoup. La question sur l'école. Tout au début, je dois vous avouer que ça n'a pas été facile. Ça a pris un temps relativement long pour que mon mari me convainc de construire une école à Ilebo. Pour moi, il m'a amené les maquettes, il dit que non, cette école doit être construite à Ilebo. J'ai pas cédé, j'ai dit non. Parce qu'à Ilebo, on ne va rien payer. Les Minerval à Ilebo, je peux vous dire, Madame Nassi, c'est 3 000 francs les mois, 3 000, 3 500. Alors, construire l'école à ce standing-là à Ilebo, et ça n'a pas été facile dès le début, mais il m'a convaincu. J'ai dit, bon, comme vous dites qu'on va faire, nous sommes allés. Et c'est sûr, j'ai bien insisté, Madame, c'est les fonds propres. On a construit cette école à plus de 20 salles de classe. L'école a plus de 200 ordinateurs. Sans machine à coudre. C'était d'abord quoi la motivation? C'est pas. Un jour, mon mari vient dire que non, et j'ai vu les images qui m'ont choqué. Parce que là, c'est pas un secret, c'est connu de tous. À chaque fois qu'il y a les épreuves, les exétats, les élèves vont chez les couturiers de la cité. Les élèves de la coupe et couture vont chez les couturiers de la cité. Ils louent les machines à coudre. Oh là là. Ils louent 2 000 à 3 000 francs chez la couturière du quartier parce que demain, il doit passer la pratique. Ça, c'est les examens d'État. Alors, cette histoire-là m'a beaucoup personnellement choqué. J'ai dit non, mon mari, vous avez raison. Alors, on doit ouvrir les options techniques. On a construit et j'ai vu, nous sommes allés, personne, nous deux, on a acheté plus de 200 machines. On a mis, quand l'école est finie, ça c'était un compteur de maître. Les élèves sont là. Je voudrais qu'ils étudient plus que gratuitement. Les Minerva, c'est 4 $. 8 000 francs qu'ils payent. C'est juste pour l'entretien de machines et aider les enseignants. Je peux vous dire que c'est nous-mêmes qui payons les enseignants. Nous les prenons en charge. C'est nos émoluments à chaque fin du mois. Mon mari a son quota. Il lui paye les humanités et moi je paye les primaires. Les frais que les élèves payent sur place, ces frais-là aident à la maintenance du bâtiment, des machines et autres. C'était un grand coup. J'ai aimé. Au début, j'étais un peu sceptique. J'ai dit, mais comment? Quand je regarde cette école-là aujourd'hui, une réalité, j'ai dit, oh merci. Et si cette école était ici à Kinshasa, ça aurait généré des millions. Mais si on a accepté de le faire à l'intérieur, et à Ilebo, c'est l'amour que j'ai. C'est un coin qui m'a vu naître. J'ai grandi, j'ai voulu donner la chance. Parce que maintenant, on parle de la nouvelle technologie. Là, l'école qui a plus de machines, je dirais que c'est l'Institut supérieur, l'ISP, qui a 7 machines. Une institut supérieur qui a 7 machines, aucune école qui peut vouloir pour dire que non, j'ai autant de machines. Mais aujourd'hui, les tout petits, un enfant de la primaire, peut être devant la machine. Ça, pour moi, c'est une grande réussite et une grande joie. Parce que je voulais que ces enfants étudient dans la même condition que les nôtres. C'est vraiment de l'amour. Des fois, quand on reste à la maison, on dit non, il faut aimer chez soi, il faut aimer son coin
pour investir ainsi. Il y a des mauvaises langues qui ne manquent jamais, qui disent que non, voilà, ils ont été financés, voilà, le président, ceci. On ne connaît même pas ça. C'est le fonds propre de la fondation. On s'est discipliné avec beaucoup de sacrifices pour réaliser cette œuvre-là qui est aujourd'hui une fierté. C'est une première dans la province du Kasaï. Il n'y a aucune école au Kasaï qui peut dire que non, il y a les matériels que nous avons. Ça n'existe pas et aujourd'hui les filles sont très contentes. Les parents, tous les parents disent le beau, ils disent mais mon Dieu, ça c'est un miracle. Pour eux, au début, ils pensaient que non, les Minerva devaient être élevés à un prix un peu exorbitant, mais c'est 4 dollars. Renseignez-vous, on paye 4 dollars juste pour la maintenance des bâtiments. Et c'est nous qui prenons en charge les enseignants et voilà un peu. Ce sont les œuvres de la fondation. Vous savez, j'ai mon mari qui est aussi le fondateur, qui m'épaule à tout moment. Quand les moyens sont un peu limités, il vient, 500 000, il ajoute pour donner les sourires à ses enfants. Si c'est pour la bonne cause, c'est une très bonne chose. Nous vous en remercions et nous vous en félicitons pour ces grandes œuvres qui, bien entendu, va continuer, qui sert justement pour l'avancement du pays et l'éducation de nos enfants. C'est vrai, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus politicien, on l'a dit, sénatrice, mais d'où vous est venue cette source d'inspiration pour devenir politicienne? Est-ce que c'était obligatoire pour vous de devenir, finalement, de tomber et de finir par là, politicienne? Non, je vous dirais non, ça n'a jamais été ma conviction. Moi, les caméras comme ça ne m'a jamais plu. Sincèrement, c'est mon défi auquel je ne suis pas habitué. Je vous dis que c'est mon mari qui m'a forcé, qui m'a poussé. Il m'a dit que non, tu dois être dans ce monde. Parce que souvent, moi je dis, mais je ne peux pas aller là. Il m'a poussé, je dirais que non, il m'a tenu par la main. Il dit que tu dois y aller. Dès le début, ça n'a pas été facile. Je ne voulais pas. Mais ben, je suis dedans et aujourd'hui, je lui donne raison. Voilà. Il avait pleinement raison. Il avait le flair, en fait. Hein? J'ai compris aujourd'hui que c'était un bon monde. Absolument. Et dès le début, je n'étais pas motivée. Ça ne me passait même pas dans la pensée. Un jour, sénatrice, députée, ministre, non, ça ne m'est jamais passé à l'idée. Un jour que je devrais être devant les caméras, surtout les caméras. Je déteste. Pour moi, la vie privée, elle est sacrée. Je voulais faire les barreaux, je vais faire mes activités. Hormis la vie politique, c'est tous les jours que vous êtes secoué. Je vous dis, madame, c'est une vie trop difficile. On vous appelle chaque jour. Vous avez des solutions à tous les problèmes. La personne qui vous appelle, par jour, vous avez plus de 100 appels. Sur ces 100 appels, 98 vous demandent de l'aide. Alors, c'est la vie auquel je ne suis pas habitué. Vous dérangez. C'est-à-dire, vous avez des solutions à tous les problèmes. Les gens qui se battent, on vous appelle. C'est mon défi que je n'ai jamais pensé. Même il y a quand même des bons côtés, non? Il y a quand même des bons côtés depuis que vous êtes dedans. Oui, c'est pourquoi je vous dis que non, j'ai remercié mon mari parce que c'est lui qui m'a... Quels sont les avantages d'être politicienne? La notoriété? Les avantages, vous êtes la notoriété, comme vous venez de le dire, et surtout ça, vous avez accès à beaucoup de choses, vous avez certains privilèges que je ne pouvais pas avoir en tant qu'avocate, et voilà un peu, les avantages ne manquent pas, c'est un peu ça. Il y a certaines choses que je perfectionne. J'ai appris en tant qu'avocate, j'ai appris autre chose, mais quand je suis maintenant politicienne, il y a d'autres choses que j'apprends aussi, et maintenant je vois comme si les deux vont ensemble. Voilà un peu, j'acquiers aussi de l'expérience, des bonnes choses sont là, des avantages sont là. Victorine Blessé, rappelant, vous avez été élue depuis mars 2019 dernier, sénatrice à Chikapa, hein, n'est-ce pas, dans le Kasaï. Oui. Alors, quels étaient vos sentiments à l'annonce des résultats? J'étais très contente. Je suis élue à la province de Kasaï, qui a comme Chikapa chef-lieu de la province. J'ai été élue sénatrice. Je n'en revenais pas, sincèrement. Je suis restée et j'étais découragée. Pour moi, il faut attendre les votes. Ce sont des choses qui me passaient par la tête. Voilà. Même à la veille, je crois que c'était un vendredi, j'ai dit à mon mari que moi je dois rentrer. Je n'aime pas ce genre de choses où vous êtes insulté, quelqu'un qui vous insulte, qui ne vous connaît même pas. Je ne suis même pas encore devenue politicienne. C'est parmi les choses qui découragent, les inconvénients, si vous voulez dire ainsi. Oui. Je suis là, je ferme le téléphone, on m'appelle pour dire que non, félicitations, vous êtes élue. Il a été la première à m'appeler, Victorine. Ma mission est accomplie, tu es élue sénatrice. Moi, je dis quoi? Et là, il faut voir le... C'était comme dans un rêve. Oui, je n'en revenais pas. J'étais enceinte de 6 mois de ma deuxième fille. C'était un rêve. Sénatrice? Moi? Je n'en revenais pas, sincèrement. Et j'ai dit Dieu merci. Dieu savait, dans son plan merveilleux. Bien sûr. Il savait que ce jour devait arriver. J'étais très contente. J'ai beaucoup aimé et je suis dedans. J'ai vu que non, c'était un bon choix. Il avait raison de me pousser. Et voilà, donc c'est à lui que vous devez votre victoire? À lui. Toute ma victoire, je lui dois. Sans aucune réflexion, je lui dois ma victoire. C'est grâce à lui que je suis Victorine sénatrice. Absolument. Oui. Et quel est votre lien au quotidien avec votre circonscription électorale?
Nous entretenons de très bonnes relations. On est presque en contact chaque jour, s'il faut le dire. Et il y a certains points, je dirais à l'Assemblée provinciale, quand ils sont bloqués, ils ont besoin de notre expertise, on contribue. Ils veulent notre apport par rapport à aux travaux qui se passent à l'Assemblée provinciale. On fait, quand il y a des actions communes qu'il faut mener avec les élus provinciaux, on se réunit ensemble, on essaie de voir comment nous pouvons faire développer notre province. Parce que c'est ça notre vision. Et les élus provinciaux, nationaux et nous les sénateurs, nous sommes liés, bloqués pour faire avancer notre province, parce que maintenant c'est notre province. Oui, bien sûr. C'est ça, notre dénominateur commun, c'est la province. Nous pouvons avoir plusieurs divergences entre nous, partis politiques et autres, mais la province, c'est ça notre quotidien. Nous nous réunissons régulièrement, on parle toujours de notre province. Entre chaque mois, nous avons des accords avec les élus pour parler de comment faire évoluer notre province. Voilà un peu. Alors, quelles sont les actions prioritaires à mener à Tshikapa et que dire de vos premières interventions depuis que vous êtes élue sénatrice? Il y a des grandes actions à mener. Pour l'instant, il y a un pont qui venait de s'écrouler en plein milieu de la ville de Tshikapa. C'est ça qu'on a fait. On a lancé un cri d'alarme auprès du vice-premier ministre des Infrastructures qui nous a promis une solution idoine dans les jours qui viennent. Il nous a dit qu'il doit nous donner le bac qui doit servir à la population de traverser parce que c'est un pont qui est coupé au milieu de ville. Donc, il a divisé les deux communes. Voilà un peu, c'est un cas d'extrême urgence qui nécessitait une intervention, mais le VPM infrastructure nous avait réussi, il nous a donné une réponse favorable. Nous attendons d'ici là, la situation doit être décantée. Et par rapport à autre situation, vous savez, la pauvreté elle est généralisée. Et la ville de Tshikapa n'est pas épargnée non plus. Vous savez, avec la crise des Kamouina Sapou, tout a été détruit. Donc il faut tout reconstruire. Il n'y a pas de routes, les conditions de vie sont très difficiles. C'est dans tous les domaines et il faut recommencer. Il y a Lwebo qui n'a pas de maison, c'est Lwebo qui a été un champ de bataille. Le territoire de Lwebo a été un champ de bataille. Il y a Mweka où il y a des têtes d'érosion partout. À Ilebo, n'en parlons même pas. Alors toutes ces choses, on ne sait pas qu'est-ce qui est prioritaire. Donc on doit commencer d'abord par les routes, par ceci, par cela. Et nous sommes bités à des grandes difficultés, notre province. Voilà, à travers votre caméra, je lance un cri d'alarme auprès de ceux qui nous suivent, ceux qui prennent des décisions. Évidemment, le chef de l'État, parce qu'il est directement concerné. Et voilà un peu, ils doivent nous venir en aide, cette population du Kasaï. À Lwebo, je vous dis que c'est un champ de bataille, c'est un désastre. Les territoires de Lwebo, il n'y a une église, tout a été détruit. Il n'y a pas de vie là-bas. À Tshikapa, les problèmes dont je venais de vous dire, des ponts, qui est une extrême urgence, qui doit être réglé d'ici là. Mais du reste, on est là, on tient le coup. Voilà un peu. Vous faites partie des Benjamines de la Chambre haute du Parlement. Oui. Quel est votre défi? Mon défi était de faire parvenir ma voix au plus haut point, de faire voter plus de lois en faveur de la femme et aussi militer pour la parité. Et voilà un peu ce que je fais de mon combat. En tant que Benjamin du Sénat, je ne le savais pas non plus, j'ai déposé le dossier comme tout le monde. Et on a déposé tout ce qu'on avait demandé comme dossier, mais c'est à la publication, on m'appellerait pour me dire que non, voilà, vous êtes parmi les plus jeunes, la plus jeune de tous. Et c'était une grande joie pour moi, une grande motivation. Et ça m'a donné l'envie d'apprendre, de donner le meilleur de moi-même. Vous savez, nous là-bas, c'est une famille. Hein. Et voilà un peu, on essaie de nous battre. C'est pas facile. Les mondes où il y a plus d'hommes, plus de gens entre guillemets, expérimentés comme ils se disent. Voilà, n'est-ce pas intimidant de se retrouver au milieu de ces grosses légumes très expérimentés? Oui, c'est vraiment intimidant. Je vous le dirais, si je disais non, je vous aurais menti. C'est pour la première fois que vous entrez dans une salle où vous ne connaissez personne. Vous voyez les gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais rencontrés. Je suis où là? Celui-là, je l'ai toujours vu à la télévision. Il est avec moi. Vous regardez, mais est-ce que je saurais parler avec lui? Je saurais tenir face à lui. Mais comme là, on est là, la courtoisie est la règle d'or. Bien sûr. Alors, on s'adapte facilement et personne ne vous tend la peau des bananes. Donc, vous êtes plus motivé à donner le meilleur de vous-même. Voilà un peu. On dit que moi, comme on est... Alors, la présidente SCV, elle nous encourage. Elle dit, bon, comme il y a l'honorable Kimbota est là, l'honorable Abdel est là, il y a des vieux, des chiens, chez Okitoun est là, Bochabo est là. Alors, quand il faut intervenir, alors il faut que je me prépare en conséquence. Voilà, en conséquence. Et oui. Elle ne se prépare pas. Et quand il se lève la main, il parle. C'est la routine. Oui, il parle. Il est déjà habitué à ça. Voilà. Alors, moi, je dis,
demain, tel ministre va venir. En tout cas, je dois bien travailler aujourd'hui. Oui, ces vieux-là, ils doivent me côté. Voilà, c'est-à-dire, vous donnez le meilleur de vous-même. C'est aussi l'avantage. Parce que si j'étais vieux, je dis, bon, je suis déjà vieux, je ne me donne pas ça. Alors, l'avantage qu'on a en tant que jeune, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Les gens, tout le monde là vous encourage. Vous dites que non, comme il y a tel, à la plénière, vous voyez le président Tambo. Écoutez, il a commencé la politique avant que je naisse. Alors, quand il faut que j'intervienne, en tout cas, je dois être conséquent. Donc, c'est un peu ça, ça vous motive un peu. Absolument. Leur présence nous motive. Et au début, ça n'a pas été facile. 1, 2, 3 jours, 3 séances. Mais maintenant, on est avec en famille. Oui, on s'habitue. Et d'ailleurs, on est courtois, tout le monde. C'est vraiment une famille. Voilà un peu. Et d'ailleurs, au Sénat, honorable, vous occupez le poste de rapporteur de la commission politique, administrative, juridique et droits humains. Oui. Alors, quelles sont les charges que vous occupez? Qu'est-ce que vous faites exactement dans cette commission en tant que rapporteur? Oui, les charges de la commission m'ont été données conformément au règlement du Sénat, au règlement intérieur du Sénat. Les charges ne se comportent pas seulement à être rapporteur et lire. Il faut participer au débat et venir en faire la synthèse que vous devrez présenter à l'hémicycle, à la plénière qui en est l'organe suprême qui doit prendre des décisions. Voilà un peu mon rôle en tant que rapporteur de la PAJ. Ce n'est pas facile. Vous participez au débat, oui, mais il faut revenir, faire un travail de fond, faire la synthèse de tout ce que vous avez appris et venir présenter à la plénière qui est souveraine pour la dernière décision. Et en RDC, au Sénat, le nombre de femmes a augmenté. Nous sommes passés de 8 à 19. D'après vous, qu'est-ce qui justifie ce changement positif? Il y a plus de femmes aujourd'hui au Sénat? Oui, c'est un motif de joie pour moi. Je me réjouis, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Oui, bien voilà, sûr. Nous nous réunissons pour qu'il y ait des lois plus actives qui militent sincèrement sur la parité entre femmes et hommes. Moi, j'aimerais que la prochaine législative, qu'on soit 50. C'est ça notre combat de chaque jour. Nous sommes une vingtaine, c'est même pas 19, c'est je crois 20, 22, 23 femmes. Et c'est un motif de joie parce que la législature passée, c'était moins de femmes, 8 femmes. Et cette fois-ci, nous sommes à une vingtaine, c'est déjà un motif de joie. Nous militons pour qu'il y ait des lois effectives, une loi précise qui doit vraiment marteler sur l'égalité, la parité entre femmes et hommes. Voilà. Les femmes doivent être représentées partout. C'est pas seulement les femmes doivent avoir une catégorie de travail bien précise où les femmes doivent être partout parce qu'elles sont capables, plus que les hommes d'ailleurs. Une dernière question, honorable, avant de mettre un terme à l'entretien de ce soir. Après presque 1 an et demi de mandat, qu'aviez-vous constaté? Qu'est-ce que vous décriez le plus à la Chambre haute du Parlement? 1 an et demi, l'ambiance est bonne, je dirais. Il y a des petites choses. Des fois, je ne dirais pas qu'il n'y a que de bonnes choses. Il y a des choses, l'expérience que j'ai acquise pendant cette 1 année et demie. Et j'ai appris aussi qu'il faut être serein parce qu'on apprend des choses, certaines choses qu'on suit au travers des médias. Maintenant, nous les vivons. Il y a des gens qui ne sont pas constants, qui ne sont pas stables, qui n'ont pas le respect des paroles données. Vous êtes avec lui, vous voyez, c'est un grand responsable, comme on le voit, il vous parle autre chose, mais quand il n'est pas là, il vous dit autre chose. Devant, dans la salle, il donne l'impression, il prend la parole, il parle de choses, mais en dehors des caméras, il dit autre chose. Alors ça, personnellement, je n'ai jamais conçu. Je dis, mais comment ce genre de choses? C'est vraiment le côté positif que j'ai gardé. J'ai dit, mais ces gens, c'est pas... Est-ce que c'est réellement, c'est ça le mode de vie? Mais d'autre part, j'ai aussi aimé comment se déroulent les travaux. J'ai appris comment la procédure législative se passe. J'ai maîtrisé les règlements du Sénat, je les lis tous les jours. Voilà, et c'est un peu ça au sein de cette année. J'espère que la mandature prochaine, j'aurai encore plus de maturité, j'aurai encore de l'expérience. Mais c'est 1 année et demie qui m'a permis de connaître toute la procédure parlementaire, s'il faut le dire ainsi. Voilà un peu ce que je peux vous dire en un mot, mais ce que je retiens de mon petit passage jusque-là au Sénat. Merci beaucoup, honorable, et bon vent à vous. Merci beaucoup. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté le vendredi 30 octobre 2020 dernier à Varsovie et à travers la Pologne, défiant les restrictions liées à la pandémie pour protester contre la décision de la justice interdisant quasiment tout avortement. Brandissant des drapeaux arc-en-ciel et scandant des slogans antigouvernementaux, les manifestants ont massivement exhibé dans la capitale le symbole de leur révolte, une foudre rouge.
En dépit de quelques échauffourées provoquées par des manifestants d'extrême droite, les rassemblements ont pour la plupart été pacifiques en ce 9e jour consécutif de manifestations depuis la décision controversée du tribunal constitutionnel. La Pologne, un pays de 38 millions d'habitants, de forte tradition catholique, est déjà dotée d'une loi anti-avortement qui compte parmi les plus restrictives d'Europe. Il y a moins de 2000 avortements légaux par an en Pologne. La recrudescence des cancers du sein est devenue un enjeu de santé publique en Afrique. Au Sénégal, où il reste le cancer le plus fréquent, avec environ 1700 nouveaux cas par an, les femmes bénéficient depuis le mois d'octobre 2019 dernier de la gratuité des soins du traitement de chimiothérapie pour les cancers du sein et du col de l'utérus. Une mesure qui a changé leur vie et celle de leur entourage. Au Sénégal, près de 70% des malades du cancer de sein décèdent, morts liés souvent à un dépistage trop tardif. La LISCA, la Ligue sénégalaise contre le cancer, a fait de la prévention son combat. Chaque année, dans le cadre du mois Octobre Rose, la campagne annuelle de lutte contre le cancer du sein propose des dépistages gratuits. Et ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir proposé et présenté. Merci de nous faire part de vos remarques et suggestions au numéro affiché au bas de votre écran. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker nos vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.